Imaginez la situation. Un jeune commence son apprentissage. C'est son projet d'avenir. Et puis, soudain, la maladie frappe. Un arrêt brutal. Et là, au-delà du défi personnel, il y a une question très concrète qui se pose pour la famille. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec les allocations de formation? Est-ce que cet arrêt, même s'il est totalement involontaire, ça veut dire la fin du soutien? C'est une situation qui est vraiment à la croisée des chemins entre le droit de la formation, la santé, les assurances sociales. On est au cœur du système. Oui. Et la question de fond, c'est est-ce que cette interruption médicale, c'est un abandon pur et simple? C'est ça. Ou est-ce que c'est juste une parenthèse? Et ça se complique encore si le jeune, une fois rétabli, décide de se réorienter. C'est exactement ça. C'est cette zone grise que la justice a dû éclaircir. Alors, pour bien comprendre, revenons aux faits. On est en 2015. On a un jeune homme, 17 ans, Il est en 2e année d'apprentissage, dessinateur en bâtiment. tout se passe bien, et puis, hospitalisation. De août à fin octobre. 2 mois. 2 mois, c'est énorme dans un cursus. Le retard s'accumule, son état de santé ne suit plus, il est obligé de cesser sa formation. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le bon réflexe. Le 11 novembre, elle en informe immédiatement le service cantonal des allocations familiales. Par courriel, elle explique tout très clairement. Elle joue la carte de la transparence. C'est la bonne approche, j'imagine. On pourrait le penser, mais la réaction de l'administration, elle, Rapide, mais pas dans le bon sens. on peut dire ça. La décision tombe juste avant Noël, le 23 décembre. Fin du droit aux allocations, avec effet au 1er novembre. Donc, rétroactif. Rétroactif. Et ce n'est pas tout, on lui demande de restituer l'allocation de novembre, qui avait déjà été versée. Le coup est rude. Gérer la santé de son fils et, en plus, ce mur administratif. C'est ça. Et pourtant, le jeune n'est pas abandonné à lui-même. C'est un point absolument central. C'est-à-dire, Sur le plan médical, il y a un suivi. Dès le 10 novembre, il intègre un programme ambulatoire spécialisé en psychiatrie pour jeunes adultes, le programme JAD. donc il est pris en charge. Oui, et il y a des preuves. Un certificat médical atteste de son incapacité à exercer une activité, que ce soit scolaire ou professionnelle, pour une durée indéterminée. Le dossier médical il est solide. Face à la décision de la caisse, la mère ne se laisse pas faire. Non. Elle fait opposition, la caisse maintient sa position, alors elle dépose un recours. C'est le début de la procédure. Et pendant ce temps, le jeune homme, lui, il ne reste pas les bras croisés. C'est ce qui est remarquable. Il ne subit pas passivement. Il cherche une nouvelle voie, il explore d'autres pistes. Il ne décroche pas en fait. Il se réoriente. Concrètement, ça donne quoi? Entre février et mai 2016, il fait plusieurs stages d'orientation. Dans quel domaine? Installation sanitaire, électricité. Il fait même des tests d'aptitude et il les réussit. Ah, donc ce n'est pas juste de l'observation. C'est une démarche active. Une démarche très active, documentée, qui montre une vraie volonté de se réinsérer dans la formation. Et ça paye. Il trouve quelque chose? Oui, il signe un nouveau contrat d'apprentissage comme installateur sanitaire. Il commence fin août 2016. Si on calcule bien, ça fait une interruption d'environ 10 mois. 10 mois, exactement. Le chiffre est important pour la suite. D'accord, on a le tableau, une famille qui se bat, un jeune qui se réoriente, et une administration qui campe sur sa position, ce qui nous amène au débat juridique. Voilà. Quel est l'argument de l'administration au fond? Pourquoi ce refus si catégorique? Leur logique est assez simple. Pour eux, il y a un abandon de la première formation. Point. Et bien plus tard, le début d'une formation toute nouvelle. Et entre les deux, il y a un vide. C'est ça. Un intervalle où le jeune n'est pas en formation au sens strict. Donc, pas de formation, pas d'allocation. Et les stages qu'il a fait? Ça ne compte pas. C'est ce que la mère a argumenté, bien sûr. Mais l'administration a balayé ça. Pourquoi? Trop court. Une vingtaine de jours en tout. Ça ne mène pas à un diplôme. Ce n'est pas un pré-apprentissage formel. Bref, pour eux, c'est de l'orientation, pas de la formation. D'un point de vue purement bureaucratique, je peux presque comprendre la logique. On décoche une case. Mais est-ce que le droit voit les choses comme ça? Pas du tout. Et c'est là que ça devient passionnant. Le tribunal a mis de côté cette vision, disons, comptable. Et il a regardé quoi? Il s'est penché sur l'esprit de la loi. Il est allé voir un article bien précis du règlement sur l'AVS, l'article 49 ter. C'est la clé de toute l'affaire. Et il dit quoi, cet article? En substance, il dit qu'une interruption de formation pour maladie ou accident n'est pas une fin de formation. Hein? Mais il y a une condition, c'est que l'interruption ne dépasse pas 12 mois. 12 mois. Et là, on est à 10 mois. Donc la condition de durée, elle est remplie. Elle est clairement remplie. Alors où était le problème?
Pourquoi ce blocage? Le blocage, c'était l'interprétation. L'administration disait oui, 12 mois, mais à condition de reprendre la même formation. Pour elle, le changement de voie, ça cassait tout. Je vois. Et c'est là que le tribunal intervient de manière décisive. C'est le pivot de l'affaire. Le tribunal a jugé que la loi, elle n'exige nulle part que l'apprenti reprenne la même formation. Ça change tout? Ça change absolument tout. La logique administrative s'effondre. Le tribunal dit que l'important, ce n'est pas la continuité d'un contrat X ou Y. C'est la continuité du projet de formation du jeune. Précisément. C'est un changement de paradigme. Le but de cette règle des 12 mois, c'est d'offrir un filet de sécurité, de protéger pendant une période de vulnérabilité. Et faire une distinction entre celui qui peut reprendre au même endroit et celui qui doit changer, ce serait une sorte de double peine. Exactement. Le tribunal a été très sensible à ça et aussi à des réalités très pratiques. Comme quoi, par exemple? Après des mois d'absence, c'est souvent impossible de réintégrer une classe en cours d'année. Attendre la rentrée d'août pour démarrer un nouvel apprentissage, ce n'est pas un choix, c'est une contrainte du système. On ne pouvait pas lui reprocher ça. Voilà. Et la perception des stages a aussi été complètement différente. Là où l'administration voyait du vide, La Cour a vu un pont. La preuve matérielle que le jeune n'avait jamais abandonné son projet de se former. Ces démarches montraient que l'interruption n'était qu'une parenthèse. il y a un autre élément qui a pesé lourd, je crois. C'est un courrier du médecin du programme JAD. Ah oui, ce n'était pas un simple certificat médical, c'était un véritable plaidoyer. Qu'est-ce qu'il disait? Il expliquait que l'idée qu'un jeune doive tout mettre sur pause, abandonner ses projets pour se soigner, c'est non seulement faux, mais c'est contre-productif. Il a utilisé des mots forts, délétères, stigmatisants. C'est puissant. Le médecin explique que le projet de soins et le projet de vie doivent avancer ensemble. Tout à fait. Et ça a forcément renforcé la conviction des juges. Au final, leur raisonnement est limpide. La continuité de la formation doit se comprendre au sens large. La continuité du projet. La continuité du projet global. L'interruption était temporaire, pour maladie, et la reprise a eu lieu dans le délai légal. Donc, le droit aux allocations a été fondé, la décision a été annulée. C'est une belle victoire. Alors, très concrètement, pour une famille qui serait confrontée à ça aujourd'hui, quels sont les enseignements, les réflexes à avoir? Le premier conseil, c'est celui qu'a suivi la mère, la communication. Informer tout de suite. Immédiatement, sans délai, par écrit. Expliquer la situation, les motifs. La transparence est la meilleure des protections. Deuxième point, j'imagine, les preuves, la documentation. C'est capital. Fournir les certificats médicaux, bien sûr, mais aussi tout conserver. Une copie de chaque échange, chaque document. Il faut se bâtir un dossier solide. Ensuite, et c'est peut-être le point le plus subtil qui ressort de cette affaire, il faut démontrer l'intention. C'est ça. Il ne suffit pas de prouver qu'on ne peut pas travailler, il faut prouver qu'on veut reprendre. Donc, garder les attestations de stage, Les inscriptions à des tests, les recherches d'une nouvelle place, tout ce qui montre que le jeune est actif. Ça contre l'argument de l'abandon. quatrièmement, connaître ses droits. Bien sûr. Avoir en tête cette règle des 12 mois. Et surtout, grâce à ce jugement, savoir que le changement d'orientation est autorisé. Ne pas se laisser impressionner si on vous dit le contraire. Et enfin, le dernier conseil, c'est la persévérance. Ne pas s'arrêter à un premier refus. Les administrations peuvent avoir une lecture restrictive des textes. Comme le montre cette affaire, une décision initiale n'est pas une fatalité. Un recours peut aboutir. Pour résumer, l'enseignement principal, c'est que le droit social est fait pour s'adapter aux aléas de la vie. Une maladie n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Et la loi protège le parcours du jeune, y compris son droit à se réorienter pour mieux rebondir. C'est une excellente synthèse. Ce jugement illustre bien la tension qui peut exister entre une application rigide, quasi mathématique d'une norme, et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est de protéger les individus dans des moments de vulnérabilité. Et ça nous rappelle que derrière chaque dossier, il y a une réalité humaine, complexe, que le droit doit prendre en considération.